Bonjour, bienvenue sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de ce numéro, on va parler analyse financière et évaluation d'entreprise, le responsable administratif et financier externalisé à temps partagé et le rôle des comités d'entreprise dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Husson, auteur de l'ouvrage L'analyse financière et l'évaluation d'entreprise, publié au PUF avec le soutien d'Accuracy, dont il est associé honoraire. Bruno Husson, bonjour. Alors pourquoi avez-vous choisi de rédiger cet ouvrage sur l'évaluation d'entreprise et l'analyse financière? Écoutez, cet ouvrage a pour objectif de présenter l'ensemble des concepts, outils d'analyse et méthodes utilisées pour évaluer une entreprise. La démarche retenue dans cet ouvrage est pragmatique et consiste à parcourir pas à pas le processus mis en œuvre dans une évaluation d'entreprise. Ce faisant, l'ouvrage fournit un guide pratique, c'est son objectif, à toute personne, étudiant ou professionnel, confrontée à une problématique d'évaluation. Alors pourquoi nous décrire le processus d'évaluation d'entreprise? Ce processus, en fait, intègre l'analyse financière, d'où le titre « Analyse financière et évaluation d'entreprise ». Il comprend 4 étapes. La première étape, c'est précisément l'analyse financière de l'entreprise évaluée. Elle s'appuie sur les états financiers historiques et les perspectives de développement, généralement décrites dans un plan d'affaires. Cette analyse financière est une étape incontournable de l'évaluation financière et elle fait l'objet de la première moitié de l'ouvrage. La deuxième étape consiste, c'est le choix d'une démarche d'évaluation. Cette étape marque le début des travaux d'évaluation proprement dit. Elle a pour objectif de choisir des références d'évaluation, par exemple prix de transaction récent, cours de bourse, mais également les méthodes d'évaluation qui sont à la fois adaptées au contexte de l'évaluation et aux caractéristiques de l'entreprise évaluée. La troisième étape, mise en œuvre de la démarche d'évaluation utilisée. L'ouvrage décrit le mode d'emploi des 2 méthodes bien connues, couramment utilisées dans la vie des affaires, la méthode DCF, fondée sur l'actualisation des flux de trésorerie futurs, et la méthode des multiples, fondée sur la construction d'échantillons de sociétés comparables. Dernière, 4e étape, construction de la fourchette d'estimation finale. Ce travail s'appuie sur des analyses de sensibilité et également sur l'application de primes ou des cotes, l'objectif étant d'assurer la pertinence des travaux d'évaluation réalisés avec les objectifs spécifiques d'une évaluation. Ce ne sont pas les mêmes dans le cadre d'une prise de contrôle, par exemple, ou d'une transaction minoritaire. Alors maintenant qu'on connaît bien les grandes étapes d'évaluation d'entreprise, quelles sont les bonnes pratiques? Les bonnes pratiques, elles existent effectivement, et la seconde moitié de l'ouvrage, qui est consacrée à la pratique de l'évaluation, débute précisément par un chapitre qui énonce 4 règles d'or à respecter dans tout travail d'évaluation. La première règle, privilégier une démarche d'évaluation en 3 étapes, qui consiste à évaluer, étape 1, la valeur du portefeuille d'activité, puis évaluer la valeur de l'endettement financier pour en déduire par solde, c'est l'étape 3, la valeur des capitaux propres. La deuxième règle, importante également, c'est se forger une idée a priori sur le résultat de l'évaluation en utilisant quelques techniques simples. Quelles sont ces techniques? Ces techniques, c'est par exemple se faire référence à l'actif net comptable ou faire référence dans le cadre d'une mission d'évaluation récurrente aux valeurs qu'on a trouvées l'année précédente. L'objectif, quel est-il? L'objectif est d'alerter ultérieurement sur des incohérences éventuelles dans certaines estimations issues des méthodes d'évaluation. Par exemple, dans la méthode DCF, la complexité des modèles Excel est très fréquemment source d'erreurs. Et donc, si vous avez une idée a priori, vous allez pouvoir être alerté et rectifier. Alors, il existe une grande variété d'ouvrages en matière d'évaluation d'entreprise. Quelle est la spécificité de votre ouvrage? Première spécificité à laquelle j'ai beaucoup tenu et qui s'est traduite par une mise en page spécifique,
C'est les 3 niveaux de lecture distincts que l'architecture générale de l'ouvrage fait apparaître. Premier niveau de lecture, corps du texte, délivre le message pédagogique. Le deuxième niveau de lecture, ce sont les nombreux exemples chiffrés qui viennent en appui du message et en proposant des scénarios proches des situations rencontrées dans la pratique. Et puis enfin, troisième niveau de lecture, c'est les notes de bas de page, également en très grand nombre, qui apportent une information complémentaire et qui peuvent donc être ignorées sans problème lors d'une première découverte de l'ouvrage. Deuxième originalité, je pense, c'est une présentation approfondie des sujets abordés, y compris les plus ardus, souvent peu détaillés dans les manuels. C'est par exemple le cas du calcul et de l'interprétation du ROS, rentabilité des capitaux investis, ratio central de la méthodologie d'analyse financière. À cet égard, l'ouvrage n'hésite pas à rentrer dans le détail des normes comptables, sujet un petit peu complexe et ardu, et technique, pour exposer les difficultés liées aux comptes consolidés et à la croissance externe, et notamment au traitement comptable de cette croissance externe. C'est le cas également de la méthode des multiples, souvent considérée comme particulièrement simple à mettre en œuvre. En réalité, l'application rigoureuse de cette méthode soulève de sérieuses difficultés qui sont exposées et illustrées en détail dans un chapitre spécifique d'une 60aine de pages. On va conclure là-dessus. Merci Bruno Husson d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Vous êtes toujours sur Décideur TV dans la matinale du monde du chiffre. On va parler du rôle des comités d'audit dans la lutte contre le réchauffement climatique avec mon invitée Catherine Serre, associée en charge du développement durable au sein de Deloitte France. Catherine Serre, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de faire un rapport sur la lutte contre le réchauffement climatique et le rôle des comités d'audit dans ce sujet. Pourquoi ce rapport ? Alors pourquoi ce rapport ? Un constat, le climat est aujourd'hui encore un des grands absents des agendas, des conseils d'administration et des comités d'audit. Donc on voulait confirmer ce constat par une étude très large dans tous les pays, intégrant des groupes cotés et non cotés, et étude qui nous a confirmé qu'effectivement aujourd'hui plus de 60% des administrateurs considèrent que le climat n'est pas adressé au sein de ces cercles, et plus de 70% considèrent que ils ne disposent pas d'éléments pour apprécier, évaluer les impacts du changement climatique sur les modèles d'affaires, sur la résilience même des organisations. Quels sont les obstacles à l'engagement climatique des comités d'audit que vous relevez dans cette étude ? Oui, alors plusieurs obstacles mis en avant, le sujet du mandat des administrateurs, le sujet des compétences bien évidemment, et le sujet des données, c'est-à-dire comment mesurer effectivement la performance climatique ou environnementale des organisations. Et le premier point de blocage, je pense, c'est celui de la structuration d'une stratégie climat qui permette véritablement aux administrateurs et au comité d'audit de jouer ce rôle de surveillance. Mais ça suppose de disposer d'une stratégie, d'une feuille de route claire avec des jalons et bien sûr des indicateurs et un pilotage de ces différentes mesures. Quels sont les axes d'amélioration pour améliorer cet engagement climatique des comités d'audit ? Pour moi, le premier axe d'amélioration, c'est le développement des compétences. On est véritablement sur un sujet d'une grande complexité, avec des impacts financiers certes, mais aussi scientifiques, technologiques fondamentaux. Donc, un besoin de formation de l'ensemble des organisations, y compris des comités d'audit et y compris des dirigeants. Un besoin d'ouverture aussi des conseils d'administration vers des profils différents. Alors, je parlais de profils scientifiques, d'universitaires, aussi pourquoi pas de société civile, de représentants de la société civile au sein de ces conseils. Donc premier point. Deuxième point, la feuille de route et à nouveau cet alignement entre les grands engagements qui sont pris aujourd'hui par les dirigeants à des horizons 2050. Mais la question qui se pose, c'est la robustesse et presque la crédibilité de ces engagements aujourd'hui. Comment la démontrer ? Et pour la démontrer, on a besoin de jalons, on a besoin de plans opérationnels à court, moyen terme avec des indicateurs
de mesures, bien sûr, qui sont en cours d'élaboration au niveau européen avec ces projets de normes dont vous avez certainement entendu parler au niveau de l'EFRAG, donc au niveau de la Commission européenne, au niveau international, au niveau américain. Donc beaucoup d'émulation, beaucoup d'effervescence et je pense que tous les comités d'audit, en tout cas avec lesquels j'ai le plaisir d'échanger, sont conscients de cette urgence et cette urgence d'agir. On voit que les leviers d'amélioration sont nombreux. Merci Catherine Serre pour votre éclairage. Merci à vous. Vous êtes toujours dans la matinale du monde du chiffre sur Décideur TV. On va parler du responsable administratif et financier à temps partagé avec mon invité Stéphane Séguret, directeur administratif et financier chez Bras Droit du Dirigeant. Stéphane Séguret, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'un directeur administratif et financier à temps partagé ? Eh bien, c'est un directeur administratif et financier qui partage son temps dans plusieurs entreprises et qui accompagne plusieurs dirigeants pour leur donner de la visibilité sur leur situation financière et, je dirais, dans l'avenir également. Comment se fait la gestion du temps ? La gestion du temps, elle se partage. Alors, généralement, elle se partage. Les missions les plus courantes sont des missions d'une demi-journée à une journée, voire plus, que l'on répartit, je dirais, dans les différentes entreprises de façon régulière, assez souvent de façon hebdomadaire, de façon à avoir une récurrence et de pouvoir, je dirais, accompagner nos missions qui sont, je dirais, dosées en fonction des besoins et des moyens des entreprises. Bras droit du dirigeant, ça veut dire que vous assistez le dirigeant ? Tout à fait. On accompagne le dirigeant. Vraiment, on a des missions qui sont opérationnelles. On est impliqué dans les équipes. On est, je dirais, en présentiel et on accompagne le dirigeant sur toutes, je dirais, les aspects, je dirais, financiers, administratifs de l'entreprise pour lui donner de la visibilité, c'est-à-dire lui mettre en place des indicateurs pour qu'il puisse s'appuyer dessus pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Quels sont les avantages de votre solution et quel coût ça représente et quelles sont les entreprises qui font appel à vous ? Alors, les avantages, c'est d'avoir, je dirais, une compétence cadre en interne, parce qu'il est difficile dans une entreprise d'avoir à la fois un DAF, un DRH, un directeur commercial à temps plein suivant la structure. Et là, ça permet de pouvoir doser ces compétences-là, vraiment adaptées aux besoins de l'entreprise. Alors, évidemment, ça a un coût. On est sur un coût journée, mais que l'on adapte, comme je vous disais, aux besoins et aux moyens de l'entreprise. Et les entreprises qui font appel à nous, c'est un peu tout secteur d'activité. Notre dernière étude fait état de 16% de start-up, 42% de TPE, 42% également de PME. Mais surtout, les entreprises qui font appel à nous, ce sont surtout les dirigeants qui sont un peu seuls pour prendre des décisions dans leur entreprise, qui sont un petit peu, je dirais, multicasquettes. Ils peuvent pas être experts dans tous les domaines. Et puis, ils sont seuls pour assumer, je dirais, toutes les charges de l'entreprise. Et là, ça permet de pouvoir accompagner et de déléguer sur ces missions-là pour qu'ils puissent se recentrer sur leur cœur de métier, là où ils sont le plus efficaces. Alors, vous exercez au sein de Bras Droit du Dirigeant, comme je l'ai dit au début de cette interview. Est-ce qu'il y a d'autres fonctions d'entreprise que vous externalisez, comme les RH ou le marketing, par exemple ? Tout à fait. Chez Bras Droit du Dirigeant, vous avez aussi des directeurs commerciaux, vous avez des DRH, vous avez des directeurs généraux. On développe actuellement la partie marketing digital et aussi le développement des entreprises qui veulent, les franchiseurs qui veulent se lancer des franchises. Donc, on accompagne aussi ce développement-là. Donc, je dirais, c'est un petit peu toutes les fonctions support en termes de direction qui peuvent exister dans une entreprise. Est-ce que c'est quelque chose qui se développe avec la conjoncture du moment, la crise qu'on a connue avec le Covid, maintenant la guerre en Ukraine? Est-ce que vous voyez une tendance de fond ? Oui, la tendance se développe. Maintenant, je dirais, en province, il est plus difficile. Je dirais, les méthodes et les manières sont présentes. Mais les dirigeants ont le besoin, mais maintenant, ils ne sont pas forcément conscients qu'ils peuvent avoir, je dirais, des cadres externalisés à petite dose en fonction de leurs besoins et de leurs moyens. Et l'objectif, c'est de leur faire connaître qu'on peut intervenir chez eux en fonction de leurs possibilités et aussi de la charge de travail qu'ils peuvent nous donner pour qu'ils puissent, eux, se consacrer à leur cœur de métier. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous redonne rendez-vous très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de la matinale.